Monsieur Mefta, je crois que c'est à vous. On m'a piqué ma feuille. Bonsoir. Alors, face à l'augmentation de près de 25% de la mutuelle de garantie prévoyance maintien de salaire, au 1er janvier 2016, la participation de la collectivité était de 3 euros. Il est proposé au conseil municipal de la passer à 6 euros par mois, ce qui nous fait 72 euros par an. Ça nous fait un surcoût de 8 000 euros qui est quasiment financé par la non-monétisation des RTT. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, sur ce sujet-là, alors si on veut se mettre bien avec le personnel, il faudrait qu'on vote pour, nous. C'est évident. Hein, là, je pense que ça serait bien compris, bien perçu. Mais on n'est pas dans une démarche, en tout cas c'est ce que les éléments des textes du DOB nous laissent entrevoir, même la page qui nous est posée ici en disant attention, il faut faire être très attentif sur les charges de personnel, etc. etc. Après tout ce qui a été voté par vous lors du dernier conseil municipal, on rajoute une couche, on double ici, pour 8 000 euros environ, je crois, 8 000 euros. le coût de cette participation, qui en plus ne concerne pas la totalité des agents. Voilà, donc il y a déjà cette espèce de situation un peu bancale par rapport à une centaine d'agents ou un peu plus qui ne seront pas tout à fait concernés. Oui. Et puis ensuite, eh ben, on remet 8 000 euros dans la marmite. Voilà, donc on trouve que c'est pas le moment, c'est pas qu'on voudrait pas, parce que aider les agents à participer à leur mutuelle, ça me paraît d'être, bon, c'est pas idiot, mais c'est pas le moment. Voilà, alors, donc je pense qu'on votera contre. Juste un chiffre, donc ça concerne 224 agents, déjà, donc c'est les 2 tiers. Oui, c'est ce que j'ai voilà. dit, c'est ça, une bonne partie, mais pas tous. Et c'est pas gratuit. Donc c'est suite à des négociations avec les partenaires, et effectivement on ne peut pas non plus ouvrir, c'est en contrepartie. Vous l'avez dit vous-même, le coût, c'est 8 000 euros. Mais en face, on récupère 7 000 euros sur la non-monétisation des RTT. C'est ce qu'on appelle le dialogue social, monsieur Deglon. Ah non, ça c'est une facture. Non. Non, monsieur. Alors, écoutez, et je voudrais maintenant revenir, oui, parce que j'avais oublié cette non-monétisation des RTT. Des RTT. Mais enfin, j'ai essayé en vain de vous l'expliquer la dernière fois. Des RTT, qu'elles soient prises ou qu'elles soient payées, elles ont le même coût. Non. Mais enfin, c'est évident. Mais écoutez, c'est évident. Un agent, laissez-moi terminer. Un agent qui acquiert 20 journées ou 10 journées, peu importe, de RTT, et qui veut en profiter, forcément, il ne sera pas là. Donc, ça a un coût. Mais non, c'est pas. Attendez, ça a un coût. Un agent qui vide les poubelles, qui nettoie la rue tous les jours et qui pendant 5 jours, 10 jours, 8 jours, 15 jours n'est pas là pour le faire, on va le faire par quelqu'un d'autre. Par son collègue, ce qu'on appelle. Son collègue. Bah, bien sûr. Mais son collègue. Mais non. Bah écoutez. Non mais ça. Attendez, laissez-moi finir. Ouais. Et son collègue, il n'est pas payé. Ici, il est payé, mais il n'est pas payé en plus. Je suis désolé, ça n'a pas le même coût. Quand vous faites de l'autoremplacement, excusez-moi, attendez, pour un chef d'entreprise, vous devez le savoir. Quand c'est de l'autoremplacement, ça n'a pas le même coût que si vous embauchez quelqu'un. C'est pas à vous que je vais apprendre ça quand même. Mais l'autoremplacement, ça laisse supposer que la personne qui va le remplacer ne faisait rien. Non, mais il faisait bien quelque chose, ce brave homme. C'est ce qu'on appelle organiser, je suis désolé, excusez-moi, il y a des trucs, vous prenez les espaces verts, les gens aux espaces verts, excusez-moi, ils ne travaillent pas 12 mois sur l'année sur la pelouse, ou, excusez-moi. Ils travaillent 1572 heures par an, voilà. Théoriquement. Donc, voilà. Voilà. Eh ben, quand ils font le travail d'un autre, ils ne font pas leur travail initialement qui est le leur. Voilà, mais basta, si vous avez l'impression que parce qu'on ne va pas leur payer l'argent, on ne va pas leur donner des sous, ça ne coûte rien, c'est comme ça, mais c'est une évidence, voilà, il y a un coût, une RTT, elle n'est pas gratuite quand on la fait prendre en jour, elle n'est pas payante uniquement quand on la paye. Non mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire, monsieur Deglon. Je suis absolument pas d'accord. Écoutez, je suis désolé, vous êtes de mauvaise foi, parce que je suis désolé, attendez, quand on fait de l'autoremplacement, ça n'a pas le même coût que lorsqu'on embauche quelqu'un, vous le savez très bien.
D'accord, mais il y a Quand du vous dites- service en parallèle qui n'est pas fait. Mais bien sûr, mais Ce bien que sûr que faisait si. l'agent dans sa mission normale, il ne va pas le faire puisqu'il On fait appelle ça de celle du copain. l'organisation du temps de travail. Oui, oui. Voilà, ouais, je suis désolé. Et quand vous dites que c'est gratuit, je suis désolé. Ça a un coût effectivement de 8 000 €, mais en contrepartie, on économise de l'autre côté 7 000 €. Je vous laisse faire le calcul, vous savez compter. Donc ce n'est pas un cadeau. Voilà, c'est ce qu'on appelle le dialogue social. Et les gens, oui monsieur, oui monsieur. C'est de l'argent là tout de suite. Que On ça parle soit issu d'une demande des agents et que vous y accédiez, c'est une chose. Mais c'est pas un dialogue social. pas à n'importe quel C'est un prix, monsieur doublement Desglons. du coût d'une charge pour la ville au moment où vous dites qu'il faut absolument être très Ça n'a vigilant. pas de ça n'a Voilà. pas de surcoût Je pour ne la vais pas insister parce que de toute façon, là je pense qu'avec vous on n'avancera pas plus là-dessus. Je suis désolé, c'est factuel, c'est des maths. Hein. 8 000 moins 7 000, ça fait 1 000. Excusez-moi, c'est factuel. Voilà, écoutez, 8 000 moins 7 000, je laisserai les gens qui savent compter. Non, mais C'est pas un surcoût, c'est pas un surcoût pour la Voilà. collectivité, puisque d'un côté, on augmente de 8 000, on est d'accord, mais on enlève. Voilà. Donc c'est une opération. Dans l'état actuel des choses, ça serait une économie si effectivement on supprimait. Mais là, c'est un jeu une sorte de jeu d'écriture, quoi. Non. Donc y a-t-il Opération blanche. des oppositions? Y a-t-il des abstentions? je peux vous renvoyer. Non, mais monsieur Desglons, excusez-moi, là, je peux pas vous laisser dire des. Je vais dire, ça veut dire quoi, c'est dramatique? Mais c'est terrible. 8 000 plus 8 moins 7. C'est. Droit, il ne va pas y être dans les deux endroits en même temps. Donc il y a un travail qui n'est pas fait à un endroit. C'est logique aussi. Mais c'est. Voilà. Bah, ça, c'est vous qui dites ça. Travail, là, on Arrêtez. parle pas du même dossier là. Ouais. Dossier suivant, tableau des effectifs. Monsieur Mefta. Oui. Tableau des effectifs, toujours dans la même dynamique que 2015. Hein, dans les cadeaux. Donc, il vous est proposé, je vous la fais courte et je répondrai après aux questions si vous voulez des précisions, donc de supprimer 14 postes et d'en créer 12. Et c'est surtout des changements de taux. Dans la même continuité que le 2015, pour lutter contre la précarité, comme vous savez que le contingent d'heures complémentaires est énorme au sein de la collectivité et que les agents qui sont à temps partiel font des heures complémentaires récurrentes. Par récurrentes, j'entends qu'ils reviennent constamment sur des années. Donc il a été décidé, pour lutter contre la précarité, d'en passer, pas la totalité bien sûr, il faut quand même se garder une marge de manœuvre, d'en passer une grosse partie dans le taux horaire des agents, donc pour lutter contre pour la précarité. Et je rappellerai également dans la même foulée, pour des questions d'économie, parce que les heures complémentaires, je vous le rappelle, ça coûte 10% de plus. Donc si vous en avez, si le contingent énorme qu'on avait d'heures complémentaires, on le diminue, on fait de fait deux actions, lutte contre la précarité et faire aussi des économies. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, une question sur l'évolution des effectifs. Est-ce qu'il y a eu des effectifs transférés à tiers communauté? Oui, le service urbain, le 1er juillet 2015. Combien de personnes? 4 personnes. Ça veut dire que... Pardon, 3, excusez-moi, 3, pardon. Il y avait le service éco, ça faisait 4 avec le service éco. Dans votre document, vous expliquez effectivement qu'il y a eu la société Forez et Lagage qui a été transférée. Vous ne parlez pas par contre de ceux qui sont partis comme un transfert à tiers communauté. On a voté ça l'an dernier. Ouais. Oui, mais là, sur le tableau du 1er janvier 2015 au 31/12/2015. Ils n'étaient pas encore partis. Ils sont partis, je vous l'ai dit, au 1er juillet 2015. D'accord. Voilà. Donc effectivement, il y a donc eu une augmentation des effectifs. D'abord parce que ces 4-là sont partis. Ils ont été compensés par Forêt et Lagage. Voilà. Plus par des équivalents temps plein, par des heures supplémentaires. Voilà. Et sans doute d'autres embauches. En tout cas, le bilan, il est de plus 8 personnes. Combien? Plus 8. Ah bah c'est vos chiffres. Hein. Oui, non, mais ces 8-là, je vous dis, ça correspond. Plus 4 qui sont partis. Mais ça correspond surtout, vous l'avez dit. Non, mais sur les 90% de ça, c'est vraiment l'augmentation, la bascule des heures complémentaires.
sur les agents, c'est quasiment tout. Sinon, en termes de, on le verra à la clôture de l'exercice 2015, la masse salariale, vous verrez par rapport au budget, on est en deçà, et par rapport à 2014, on attendait. Voilà. Là, je dis par rapport aux chiffres que vous nous montrez, vous avez oublié d'indiquer les transferts à tiers communauté, qui, je dirais, pénalisent la vision. Elle ne la pénalise pas, parce qu'on a fait une photo au 1er janvier et au 31 décembre. Vous expliquez 2 mesures après qui expliquent l'augmentation, et vous avez omis la mesure de baisse. Oui, certainement. Ouais, mais c'est tout. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais on en reparlera quand on aura l'exercice 2015, parce qu'à la sortie, faut parler en valeur, la masse salariale globale. Voilà. Aujourd'hui, on nous demande de se prononcer sur des chiffres de quantité, sur des chiffres nombre équivalent temps plein. Voilà. Et je ne parle que de ça. Voilà. Mais il faut rappeler au public et à la presse que le plus important, c'est vraiment en valeur. Et on en reparlera quand on aura l'exercice 2015. Voilà. Merci. Le petit inconvénient de figer les heures supplémentaires, le petit inconvénient, c'est que ça enlève de la souplesse. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est pas la totalité. On se garde, on peut avoir de la souplesse, on se l'est gardé. Effectivement, il en faut, hein, on n'est pas non plus. Après, c'est trop. Mais on se garde de la souplesse, ça c'est sûr, oui. Et c'est important. Thierry ? Oui, moi je voudrais donc bien reconfirmer ce que vient de dire Hugues Vatin. C'est-à-dire, je pense que tout le monde n'a pas saisi. Au 1er janvier 2015, on annonce 277,7 emplois équivalents temps plein. Hein, c'est le tableau qui est le dernier chiffre à droite. À fin décembre 2015, on va dire, on a 285. Oui. Mais donc, si on prend en compte 3 qui sont partis. les 3 plus Julien Goubli, c'est l'équivalent. Il a été transféré ou c'est par convention? Je me souviens plus. Il a été transféré. Il a été transféré, donc disons que ça fait 4, parce qu'il y a aussi Jacques Desvignes qui est en partie. Avec Julien. Voilà. Donc, ça veut dire que à périmètre équivalent, on termine à 285 plus 4, c'est-à-dire 289, c'est-à-dire plus 12 personnes équivalent temps plein sur l'année civile 2015. Voilà, c'est ça. Donc, oui. C'est vrai qu'en retraitant, après en les retransférant, on retombe à 285, mais en restant à périmètre équivalent sur le 1er janvier et sur le 31 décembre, ce qui est normal, on a plus... si on était resté à effectif constant, effectivement. Oui, non, mais il faut aller jusqu'au bout. Et deuxième chose que je voudrais signaler, j'en avais commencé à parler lors de notre réunion de travail avec votre directeur des services. J'avoue ne pas avoir tout compris et tout retrouver les petits entre le document du joint à la convocation sur les créations, suppressions, transferts, etc., augmentations, et le projet de délibération. Par rapport, par exemple, aux augmentations de temps, comment on appelle ça, de temps de travail. Ce sur quoi on est globalement d'accord, si vous voulez. Hein, je pense que cette régularisation des heures complémentaires, c'est quelque chose qu'on avait déjà entamé sur plusieurs rasades, puisque c'était quand même assez compliqué. Donc là, vous continuez. Mais j'ai pas très bien saisi dans la technique s'il fallait, par exemple, quelqu'un est à 35%. On souhaite le passer à 80%. Est-ce qu'il faut obligatoirement supprimer le poste qui est à 35% pour le recréer à 80%? Ou est-ce que, du fait qu'il est créé, il suffit d'augmenter le curseur de son taux en le passant de 35 à 80. Donc là, moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait peut-être un tableau de rectificatif qui soit refait pour mieux nous expliquer qu'est-ce qui a été supprimé, qu'est-ce qui a été créé, qu'est-ce qui a été augmenté sans être ni supprimé ni créé. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, là je me suis pris la tête, je n'y suis pas arrivé. Autant la délib est beaucoup plus simple, comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est moins 14 plus 12, autant là vous avez tout le détail, c'est ce qu'on a vu en commission l'autre jour. Là où sur le rapport sommaire, vous avez vraiment tout le détail. Hein.
Ah oui, mais je ne retombe pas sur les petits de la délibération. Voilà, donc on ne va pas embêter les gens ce soir avec ça, mais je pense que ce serait bien de refaire le tableau et de repointer exactement tout ce que vous avez dit. Peut-être que c'est juste, mais en tout cas, c'est pas très limpide. C'est juste. Mais donc, si vous pouviez, si vous en êtes d'accord, refaire le tableau simplement en étant plus précis et en vérifiant la concordance entre le document qui nous a été donné pour la convocation et la délibération, ça nous permettra d'être parfaitement d'accord avec vous. On vous fera une délib, mais je veux quand même revenir sur ce que vous disiez. Et là, je ne polémique pas là. Hein. Ah ben non, mais moi non plus. On polémique pas non, toujours. Non. Quand vous dites ça fait plus 8 ou 12 postes, oui. Voilà. Donc juste, je réinsiste, ces postes-là correspondent quasiment, hormis le transfert des 4 personnes à tiers communauté, c'est le passage des heures complémentaires dans les taux des agents. Pas plus, pas moins. Hormis les 4. Donc voilà, c'est vrai qu'on dit plus 12, on dit voilà, plus 12. C'est à la fois vrai, mais en termes de valeur, c'est 0. C'est uniquement un transfert d'heures complémentaires sur le taux horaire des agents pour lutter contre je me répète encore une fois, contre la précarité et pour faire des économies. Merci. Donc, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Merci. Renouvellement du bail rue de Barante. Donc oui, nous vous demandons de bien vouloir voter pour le renouvellement de ce bail des locaux rue de Barante. Donc ces locaux sont loués à la direction départementale des territoires. Et donc le bail annuel, pardon, je suis fatiguée ce soir. Le loyer annuel donc sera fixé à 22 574,80 € et avant il était de 22 367 €. Donc en fait l'augmentation suit les indices normaux de l'évolution du coût de la construction. Voilà. Y a-t-il des questions, des abstentions? Juste une remarque pour se féliciter de la bonne utilisation de ce bâtiment, hein, dont on ne savait pas forcément à l'époque quel allait être son devenir, et d'avoir pu créer ce pôle autour de tout ce qui est l'aménagement du territoire est une très bonne chose et on s'en félicite. Voilà. Annulation de titre, toujours Madame Géry. On n'a pas voté. Si, à l'unanimité. Hein, oui, oui. Donc, la nouvelle question à l'ordre du jour de ce Conseil, c'est l'annulation de titres. Nous avions déjà délibéré le 7 décembre 2015 sur une partie de ce dossier, puisque nous avions délibéré pour la... C'était pas une annulation de titre, nous avions délibéré pour une admission en non-valeur et en plus c'était marqué en bas annulé. Donc en fait, il y avait une erreur rédactionnelle, c'est bien une annulation de titre pour 3 071 €. Et en fait, on rajouterait le titre de 4 242,84 € parce qu'en fait, ce dossier, comme vous le savez, est un dossier extrêmement complexe qui date de nombreuses années pour lequel on tente de faire le jour là-dessus. Vous savez que nous sommes devenus propriétaires donc du bâtiment à Éloie, mais toute la lumière n'est pas encore faite. Nous y travaillons avec le trésorier. Ce titre qui date, il date de 2009, les 4 242 €. En fait, on ne comprend pas vraiment d'où il vient. En fait, puisque en 2002, il y avait des dettes qui ont été rééchelonnées après avis du conseil municipal. Et depuis, il n'y avait pas eu de nouvelle émission de titre, sauf celui-là. Donc celui-là, il est contesté. Donc on pense sincèrement qu'il est nécessaire de l'annuler. Voilà. Pour le reste,
tout n'est pas tranché. Il y a encore 22 000 euros qui ne sont pas tranchés. Et en fait, on travaille avec le trésorier. Et comme vous le savez, c'est un dossier très complexe. Je souhaite simplement que les 22 000 euros soient réservés. Soient pas, ça suit son cours. Oui, mais que ce soit pour pas donné. Ils sont réservés. Ils sont réservés. On a l'information. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours Madame Giry. Donc, c'est la création d'un budget annexe pour l'ANRU 2. Comme vous le savez, donc, nous sommes retenus au titre de l'ANRU 2. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Et pour une meilleure comptabilité, une meilleure analyse budgétaire, donc on va créer un budget annexe. Il vous est proposé de créer un budget annexe pour isoler vraiment les dépenses et les recettes du budget principal. Comme ça, on aura des choses plus claires. C'est purement comptable, en fait. Voilà. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Madame Giry, toujours. Donc, en fait, autant que je sache, c'est la dernière question, oui. Nous sommes déjà à la dernière question de ce conseil. Hein. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau puisque c'est le débat d'orientation budgétaire. Donc, le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2016. En fait, comme vous allez pouvoir le constater, on va faire une analyse un peu rétrospective. En fait, c'est un constat du passé. On va essayer de le faire sans polémique. En fait, c'est simplement pour voir quelle est la situation exacte du budget, la situation financière de la ville, pour pouvoir nous-mêmes nous projeter dans l'avenir. Voilà, ça n'a pas pour but de juger, c'est simplement un constat. Et pour que les choses soient claires pour nous aussi, tant qu'à faire. Parce qu'on veut bien en prendre pas mal sur le dos, mais pas trop quand même. Voilà. Donc, il y aura 4 chapitres. Le contexte budgétaire, l'analyse rétrospective, prospective et les budgets annexes. Au niveau du contexte budgétaire, eh bien, il y a une chose importante à dire, c'est que l'évolution de la population, c'est une chose positive. Depuis des décennies, on n'a jamais eu d'augmentation de population sur la commune de Thiers. Et ça fait extrêmement longtemps. Et pour la première année, la population a augmenté de 89 habitants. Voilà. Donc, le dernier recensement daté de 2013. Il faut savoir que le recensement, il est fait de façon annuelle, c'est un recensement partiel, et tous les 5 ans, donc la prochaine fois, ce sera en 2018, tous les 5 ans, il devient vraiment, il est arrêté, quoi. Sachant que là, c'est l'objet d'un recensement partiel qui fait ressortir qu'on a gagné quand même 89 habitants entre 2015 et 2016. C'est une très bonne nouvelle pour Thiers. Malheureusement, on s'est rendu compte que certains journaux n'avaient pas eu cette même vision, mais je pense qu'ils vont rectifier. Voilà. Disons qu'ils se sont arrêtés à 2013. Quand on lit bien la presse, ils se sont arrêtés à 2013. Mais on est en 2016. Voilà. Donc on continue. Ouais. On continue. Alors là, on est obligé de vous donner le contexte budgétaire dans lequel on évolue. Alors ce contexte budgétaire, comme vous le savez et que vous entendez dire un peu partout, la baisse des dotations dans toutes les communes, c'est vrai que cette baisse de dotations impacte lourdement les budgets et n'est pas sans conséquences financières, que ce soit au niveau des impôts ou de la gestion au quotidien. Voilà. Alors cette courbe, vous verrez qu'il y a pas mal de graphiques dans la présentation du débat d'orientation budgétaire, parce que les graphiques parlent des fois mieux que les grandes phrases. En fait, comme vous pouvez le constater, en 2013,
la DGF, donc c'est une recette, était de 4 300 000 euros pour la ville de Thiers. Et donc en 2015, ça c'est du réel, hein, en 2015, elle a été seulement de 3 625 504 euros. Ce qui veut dire que nous avons perdu 700 000 euros en 2 ans. Et malheureusement, cette courbe ne va pas se tasser tout de suite. La baisse est prévue jusqu'en 2017 de façon certaine. Elle a été confirmée à l'Assemblée nationale. Et donc, on devrait encore perdre de l'argent. La ville de Thiers devrait encore perdre pas mal de dotations. Voilà. Alors, dès 2017, la DGF aura baissé de près de 1 253 000 euros par rapport à 2013. En fait, quand c'est facile à regarder, hein, 2013 c'est 4,3 millions, 2017, le prévisionnel qui a été prévu par l'audit, c'est 3 millions. Donc c'est facile à compter, c'est 1 253 000 euros. Donc ça n'est pas rien. À cela, il faut conjuguer l'augmentation de dépenses. L'augmentation de dépenses liée au fonds de péréquation intercommunal et communal. Donc il est important de préciser que ce fonds de péréquation a été créé en 2012. Donc c'est quand même une création récente. En 2012, la première mensualité, je crois que c'est, enfin annuité, c'était 90 000 euros. Après, c'est monté, on va le voir dans l'autre graphique, le graphique suivant, la diapo suivante. Donc oui, en fait, en 2012, on ne l'a pas mis, ça a été créé en 2012, c'était 90 000 euros. En 2013, vous voyez que c'était à 222 000 euros. Donc en 2015, c'est notre année de référence, 289 000 euros. Malheureusement, pour l'année prochaine, donc pour cette année, pardon, ça devrait monter encore à 370 000 euros, donc ce qui est quand même très, très important, pour atteindre en 2020 400 000 euros. Donc quand on conjugue la baisse de dotation liée à la hausse de ce prélèvement de fonds de péréquation, mais malheureusement, ça nous fait une partie annuelle de recettes qui serait par rapport à l'année 2013. Alors, dès 2017 c'est dans un an, hein, c'est demain, eh bien, ça serait d'1 600 000 euros. Bon, je sais que ce n'est pas très agréable à entendre, mais c'est la réalité. La réalité est faite pour être regardée en face et pour pouvoir mieux la maîtriser. Voilà. Donc, on peut continuer. Oui, c'est cela. En fait, c'est la différence entre ce qu'on touche, entre ce qu'on reçoit et ce qu'on paye. C'est le solde. C'est le solde. Donc, c'est assez important quand même. Hein. Donc, voilà. En fait, l'année dernière, autant que je me souvienne, on devait recevoir 400 000, mais on en reversait... Oui, on devait payer 400 000 et on en recevait la différence. Merci. C'est cela. Donc en fait, malheureusement, quand on fait un calcul, on se rend compte que sur le mandat 2014-2020, la perte de DGF cumulée par rapport à l'année 2013, ça nous ferait 6,9 millions d'euros de moins dans les caisses de la commune. Donc il faudra arriver à économiser cette somme, à laquelle se rajoutera 2,6 millions d'euros pour le FPIC, qui a été créé, je le précise bien, en 2012. Donc là, pour le FPIC, on a tout intégré depuis 2012. Voilà. Ça nous fait un total, j'en ai tenu compte dans le total. J'avais mis 9,5 millions, c'est 9 millions d'euros, le total. Voilà. Je pense que cette somme... somme... t'as pas changé de diapo, hein? Je pense que cette somme, ça serait peut-être à rapprocher du total des 6 années où vous avez reçu des recettes de fonctionnement. Parce qu'il faut, quand on dit 9 millions, il faut le rapprocher des recettes quand même. En fait, par rapport... C'est quand même assez effrayant de voir un chiffre pareil. Mais c'est effrayant parce que... Non, mais sur 108 millions quand même. C'est les 3/4. Voilà, c'est tout. Non, mais par rapport aux recettes de fonctionnement, la chute de la DGF... Cette perte c'est les 3/4, on en parle plus loin. J'ai tout à fait compris, c'est bien la perte sur 6 ans, je suis bien d'accord. En fait, il faut le rapprocher des 108 millions que vous touchez. Il faut savoir que quand on perd 1 600 000 euros par an, puisque au FPIC, et que la capacité d'autofinancement brute
de la ville, c'est maximum 2 millions d'euros. Maxi. D'accord? Donc, si vous perdez 1 600 000 euros, vous n'avez plus que 400 000. Et sur ces 400 000 euros, il faut que vous payiez le capital des emprunts. Capital des emprunts qui s'élève en général à 1,7 million. Donc, vous voyez qu'on est en autofinancement négatif. Donc, sans mesure forte et sans économie forte, ça coince. Merci, Monsieur Desglons. Après, on change un peu. C'est un peu moins pessimiste, ça. La revalorisation des bases fiscales. Donc, en fait, elles sont réévaluées tous les ans. Et là, ça sera 0,9%, comme les années précédentes de 2014 et 2015. Comme vous le savez également, et ce n'est pas nouveau, ça, les dépenses sont toujours soumises à une hausse qui est liée à l'inflation, sachant que, comme vous le savez également, puisque vous l'avez pratiqué et que vous l'avez vécu également, c'est que l'inflation des ménages, l'inflation elle est moins forte que pour l'inflation des dépenses d'une collectivité. Voilà. Comment? Oui, c'est impressionnant ça. Oui, ça me choque un peu. Mais en fait, on n'a pas développé... C'est pas normal, mais bon, c'est un constat. C'est un constat. Voilà. Donc là, on était sur le contexte budgétaire national qui impacte le budget communal. Hein. On est aussi sur un contexte intercommunal. Donc 2016, ce sera un temps fort pour l'intercommunalité. Comme vous le savez, avec la loi NOTRe, il y aura la fusion des établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire des communautés de communes en clair. Hein. Donc ça devra se décider rapidement, on en avait déjà parlé. On avait même déjà délibéré là-dessus. Le préfet va rendre une première copie le 30 mars et le 30 juin 2016, normalement, ça va devenir effectif. On en avait déjà parlé également, c'est que la fiscalité professionnelle, en fait, on va passer en fiscalité professionnelle unique à partir du 1er janvier 2016, donc puisque ça passera à tiers communauté, et tiers communauté qui nous reversera le même montant que celui qu'on touchait en 2015. Voilà. Donc l'année 2016, ça sera aussi une année importante qu'on mènera pour la mutualisation des services avec les communautés de communes. C'est-à-dire que ça a commencé avec tiers communauté, mais il faudra continuer avec la nouvelle communauté de communes qui sera créée prochainement. Pardon. Au 1er janvier 2017, merci. Voilà. Donc, oui, on repart un peu dans l'analyse rétrospective, puisqu'on a regardé le contexte national, le contexte intercommunal. Et maintenant, force est de constater que qu'on ne prend pas la ville dans une... On ne commence pas sur une page blanche. Hein. Bon, il y a une situation financière qui n'est pas optimale. Il y avait des déséquilibres qui avaient été constatés en 2007 et 2008, puisqu'il y avait eu de forts investissements avec un fort endettement. Et donc, la capacité d'autofinancement est redevenue positive dès 2011. Voilà. Donc, malgré tout, on a encore des caractéristiques budgétaires qui sont fortes sur notre ville, et tout n'est pas rose, quoi. Loin de là. Enfin, je ne sais pas où c'est rose, remarquez. Voilà. Donc, alors, on va balayer les caractéristiques financières de notre ville. On a quand même des dépenses de personnel qui restent élevées, puisque c'est 55% du budget de fonctionnement. C'est vrai qu'il y a eu une tentative de maîtrise en 2010-2011. Vous verrez sur le graphique prochain, vous le verrez naturellement. Il y a là aussi, on l'a déjà dit, une forte diminution des dotations de l'État qui est intervenue depuis 2009, qui se prolonge et s'accélère. Voilà. On a une rigidité constante des dépenses de fonctionnement. On le développera. Tout ce qui est là, ça va être développé tout à l'heure. Hein. Et une capacité d'autofinancement très variable et fortement fragile durablement. Et on a des dépenses d'investissement conséquentes malgré le ralentissement de l'ANRU 1 dès 2009. Alors tout ce qui est dit là,
vous aurez des petits graphiques qui vont vous expliquer. C'est un constat, c'est tout. Donc il y aura, et on a un endettement toujours important avec une gestion de dette qui aurait pu être meilleure. Au niveau des charges de personnel, donc c'est le graphique suivant. Comme vous pouvez le constater, on a eu une variation assez importante au niveau des charges de personnel sur les 10 dernières années. Le pic a été en 2009. Et là, bon, vous voyez, ça avait baissé en 2010 et 2011 et c'est reparti à la hausse. Voilà. Ce qui prouve que ce n'est pas si évident que ça à gérer. Alors, l'autre diapositive est très intéressante. Vous savez que lors de la commission finance, Madame Malochet, vous aviez souhaité qu'on analyse, que quand on analyse les charges de personnel, on analyse également les atténuations de charges. Parce qu'il est vrai que nous avons des charges de personnel, mais nous avons également des recettes en face. Ça s'appelle les atténuations de charges. C'est quoi ces atténuations de charges? Eh bien, en fait, par exemple, on a des subventions d'ingénierie au niveau de l'ANRU, on a des remboursements d'assurance, on a la CAF aussi, qui nous... Des contrats aidés, oui, c'est ça. Donc, en fait, ce sont des atténuations de charges qui atténuent les dépenses de personnel. Donc, la première ligne, c'est la même ligne, sauf qu'elle commence en 2007. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas exactement la même courbe, parce que l'autre commençait en 2004. C'est pour ça qu'il y a du changement. Et en fait, la ligne verte, ce sont la ligne qui comprend les atténuations de charges. C'est les dépenses de personnel incluant les atténuations de charges. Donc, en fait, si vous regardez bien, cette ligne est à peu près parallèle à l'autre, sauf en 2007, parce que c'était le début de l'ANRU et qu'il n'y avait pas encore d'atténuation de charges au niveau de l'ANRU. Après, c'est à peu près parallèle. Et en 2012, comme vous pouvez le constater, eh bien, il y a eu plus d'atténuation de charges qui ont été perçues. Et comme vous pouvez le constater également, en 2014, eh bien, on n'en a pas touché. Et en 2015 non plus. Voilà, en fait, on ne va pas polémiquer, mais en 2012, voilà, en fait, il y en a eu plus de touchés en 2012 qu'en 2014 et 2015, puisqu'en 2014 et 2015, c'était 0. Voilà. Alors, on continue. En fait, c'est un peu regrettable quand même pour ceux qui viennent après. Le taux de rigidité des charges, eh bien, ce taux de rigidité, c'est une analyse qui permet de constater quelle est notre capacité à agir sur les finances. Eh bien, celui-ci, il y a un coefficient de rigidité qui est de 63%. Et en fait, la moyenne de la strate est de 57%. Alors, pour parler concrètement, ça veut dire que quand on a 18 millions d'euros de dépenses, eh bien, il nous reste on peut agir sur simplement 37%. Donc, on peut agir sur 7 millions d'euros. C'est-à-dire que quand on a 18 millions d'euros de dépenses, on a une capacité à agir sur 7 millions d'euros. Donc, quand on perd 1 600 000 euros, eh bien, ça fait mal. Voilà, c'est tout. Après, donc là aussi, c'est l'épargne nette. L'épargne nette et l'épargne brute. En fait, l'épargne nette, c'est celle qui est en rouge. Et l'épargne brute, c'est celle qui est en bleu. L'épargne brute, c'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Donc, c'est pas compliqué à calculer. Enfin, voilà, c'est pas compliqué. Et l'épargne nette, c'est celle qui nous reste une fois qu'on a remboursé le capital des emprunts. Comme vous pouvez le constater, quand il y a beaucoup d'investissements et beaucoup de... on est obligé de recourir à l'emprunt, eh bien, vous pouvez constater que cette épargne nette a été négative plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'emprunter pour rembourser le capital des emprunts, ce qui est normalement pas permis. Ça veut dire qu'on maîtrise, enfin, on maîtrise pas assez, quoi. Voilà. Mais je dis pas, ça nous arrivera peut-être, hein, on ne sait pas. On essayera que non, mais... Voilà. Les dépenses d'investissement, comme vous pouvez le constater, elles ont été extrêmement fortes en 2008
et en 2007. Elles ont vraiment dépassé la capacité financière de la ville, puisque ces investissements, la capacité financière de la ville, c'est entre 5 millions d'euros maximum, un grand maximum. Voilà. Et comme vous pouvez, après on peut passer la diapositive suivante. En fait, c'est la même chose, c'est les dépenses d'investissement, mais ce qui est en jaune, ce sont les dépenses en rue, liées aux investissements en rue. Comme vous pouvez le constater, en fait, ça a été très variable. L'ANRU a commencé en 2006, et donc ça a commencé avec 498 000 euros d'investissement. Après, c'est monté en flèche à 3 943 000 euros pour une année, en 2007, 4 564 000. Et après, compte tenu de la situation financière de la ville, c'est retombé très bas. Et malheureusement, enfin, vous voyez, puisque c'est autour d'1 million d'euros. Sur les chiffres, 1 048 000, 1 011 000, 1 067 000, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, les investissements en rue, il nous reste quand même beaucoup de dépenses en rue à faire encore. Et cette chute qui a été réalisée à partir de 2009 jusqu'en 2014, eh bien, en fait, eh bien, il faudra accélérer la réalisation des investissements en rue, on va en reparler tout à l'heure, pour plus de 8 millions d'euros sur 2 ans. Donc, c'est colossal. Ce qui veut dire que ça va nous poser problème. Donc, on continue. Au niveau de l'endettement, toujours pareil, toujours la même analyse, 2004-2015. Comme vous pouvez le constater, la courbe de l'endettement, elle suit la courbe des investissements, sauf qu'une fois que c'est monté très haut, pour redescendre, c'est très compliqué. Donc, on est obligé d'arrêter complètement, enfin, de baisser les investissements de façon conséquente, et en fait, ça pose des problèmes quand même à la ville. Comme vous pouvez le constater, en 2014, puisque nous avons été élus en mars 2014, eh bien, nous avons poursuivi ce désendettement, puisque on est à 19 962 000 euros, et en 2015, on sera à 19 488 000 euros. Voilà. Et ça inclut, peut-être que vous ne retrouvez pas tout à fait vos chiffres d'avant, parce qu'on a inclus, comme il se doit, le partenariat public-privé, le PPP. En fait, c'est le contrat qui a été conclu au niveau de l'éclairage public et pour lequel l'ACI a emprunté 2 millions d'euros et nous remboursons maintenant le capital et les intérêts. Donc la part du PPP dans la dette, vous voyez que ce contrat PPP, il a été conclu en 2006 pour 15 ans, donc il finira en 2021. Et donc c'est 1 968 000 euros. C'était l'emprunt PPP. Maintenant, on a le devoir de l'intégrer. Avant, on pouvait ne pas l'intégrer, mais depuis 2010, on a obligation de l'intégrer. Donc, en fait, l'endettement, mais tout le monde, on l'a dit déjà plusieurs fois, donc l'endettement, tout le monde sait qu'il est plus élevé que la moyenne nationale, puisque l'endettement, en 2013, c'était 1 708 euros par habitant, contre 913 euros par habitant pour la moyenne nationale. Cette dette représente, mais ça vous pouvez le lire, c'est des statistiques, 102% des recettes de fonctionnement, contre 66% au niveau national. Il y a une chose aussi qui ne a pas rangé le budget de notre ville, ce sont ces lignes de trésorerie qui sont certes pratiques. Il y a eu 2 lignes de trésorerie, une de 3,5 millions, l'autre de 3,8 millions, et qui ont été consolidées en emprunt, et à des taux quand même très élevés, puisqu'il y en a un, c'est 4,5%, et l'autre 4,9%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voudrait bien essayer de les renégocier, mais ce n'est pas sûr que nous y arrivions. Ce qui est important de dire, c'est que quand on dit que ces taux sont quand même très élevés, c'est une réalité. Puisque, en fait, l'année 2009, en 2009, on a assisté à un effondrement des taux d'intérêt. Le taux annuel monétaire moyen, quand vous regardez le graphique, il s'est effondré. Il s'est effondré en 2010. Donc en fait, c'est vrai qu'on a des intérêts qui sont trop élevés par rapport à... Voilà.
disons que les collectivités sont confrontées au choix entre les taux variables et les taux fixes, et la négociation n'a pas été bonne là. Voilà. Et ces lignes de trésorerie, c'est pas des bons investissements. C'est très mauvais, oui. On pourrait nous dire, mais pourquoi ne pas négocier la dette, comme ferait n'importe quel ménage et comme l'ont fait beaucoup de collectivités. Mais le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les prêts qui ont été signés ont été très très mal négociés, parce que le ticket de sortie est aussi cher que tomber à des taux d'intérêt classiques aux alentours de 2%. Voilà. Ça faut quand même... Non, on fera un petit paquet alors, d'accord. Un paquet cadeau. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est une certitude. Le contexte budgétaire de la ville se caractérise par une fragilité financière durable. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on en tienne compte pour l'avenir et pour adapter les investissements et nos dépenses donc à toutes ces contraintes nationales et locales et même intercommunales, puisque bon, on ne va pas développer tout, hein. Sinon ça ne va pas être possible. Vous n'allez plus du tout apprécier à force. Donc on a une baisse continue de 1,6 million d'euros par an dès 2017 de DGF et d'augmentation du FPIC. Donc ce qui a été constaté également, c'est qu'en 2014 et 2015, en fait, il y a 2 millions d'euros qui ont été mobilisés pour régulariser des exercices précédents. Donc, en contrainte également, c'est que nous devons achever le programme ANRU 1 d'ici 2017, pour un montant total de 8,6 millions d'euros au 1er janvier 2016, soit un rythme annuel de plus de 4 millions d'euros par an, ce qui est tout à fait énorme, sachant que nous avons toujours des investissements récurrents. Donc, quand on dit qu'on a 4 millions d'euros par an à mettre et qu'on a 1,6 million d'investissements récurrents, ça veut dire qu'on ne peut rien faire à côté. Donc, et en plus, on a pu constater que, d'après les graphiques, ils étaient même encore plus pessimistes que ça, mais en fait, la moyenne, ça a été 2,1 millions d'euros par an. Donc, on se rend compte que ça sera extrêmement difficile de finir l'ANRU 1 sur 2 années, en 2016 et 2017. Donc, on s'emploie à assouplir le dispositif contractuel de 2006 avec l'ANRU. C'est-à-dire qu'on demande à l'État de tenir compte des difficultés des collectivités locales. On espère que les collectivités locales seront entendues et que l'ANRU 1 pourra être un peu prolongé. Voilà. Alors, au niveau prospective, donc oui, on a un peu surligné quand même parce que c'est pour l'exercice 2015. Donc on peut constater que les objectifs ont été tenus. Nous n'avons pas augmenté la fiscalité. Les charges de personnel, bon, on le verra au niveau du compte administratif prochain, mais elles ont été maîtrisées et elles sont légèrement en baisse en intégrant les atténuations de charges liées au salaire. Les dépenses de gestion ont été contenues et nous avons mobilisé de nouveaux financements, notamment au niveau de la DRAC, enfin, notamment. Donc, en 2015, donc, on a dégagé un autofinancement net de 500 000 euros et un autofinancement brut autour de 2 millions d'euros. 3,5 millions d'euros d'investissement ont été réalisés en 2015 et donc la signature de l'ANRU 2 a été faite en 2015 ainsi que la signature du contrat de ville. Nos objectifs ils sont évidents. Disons que on veut prendre des mesures pour que notre autofinancement puisse être durable et pour que nous puissions réaliser les projets municipaux. Tout en contenant, ça c'est important, la pression fiscale des ménages. Parce que ça c'est important de le dire parce qu'on a un contexte extrêmement difficile. Bon nombre de communes ont été obligées d'augmenter les impôts. Malgré le fait que les études prévisionnelles, ça c'est important de le dire également, malgré le fait que les études prévisionnelles démontrent que nous aurions dû augmenter les impôts dès 2015, malgré le contexte local plus défavorable que prévu, notre volonté
est de tout faire pour ne pas augmenter les taux d'imposition. Et pour la deuxième année consécutive, nous n'augmenterons pas la pression fiscale des ménages. Donc nous avons des objectifs annuels et pluriannuels. Là, ce sont des objectifs budgétaires pluriannuels. En fait, nous avons fait des projections financières et en fait, nous devons nous engager à contenir la masse salariale à 0,5% par an, ce qui est extrêmement faible, comme vous le savez. Ça veut dire que quand on contient la masse salariale à 0,5%, eh bien, on ne remplacera pas systématiquement les départs en retraite et on recourra plus facilement aux contrats aidés, puisqu'il y aura 20 contrats d'avenir qui devraient être créés sur le mandat. Hein, voilà. Donc, nous maintiendrons les dépenses d'investissement en dessous de 5 millions d'euros, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. En fait, les besoins sont immenses, mais nos capacités financières sont limitées. Ce n'est pas les programmes qui manquent. Donc, nous voulons nous engager également pour poursuivre le désendettement d'ici 2020. Ça, c'est très ambitieux. J'espère que nous pourrons y arriver en renégociant la dette. Nous rechercherons des financements complémentaires et la reconnaissance d'intérêt communautaire, voire départemental, de certains équipements de la ville. C'est vrai qu'il y a pas mal d'équipements de la ville qui mériteraient d'être reconnus au niveau communautaire, voire départemental. Il est bien connu que Thiers porte les charges de centralité. Alors, les grands équilibres pour 2016. Donc on est un petit peu, forcément, on est en phase avec ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que ne pas augmenter la fiscalité locale, maintenir les dépenses réelles à celles de 2014. 2014, le compte administratif 2014, ajusté de l'inflation et des mesures nouvelles. C'est comme ça que nous avons travaillé pour établir le budget 2016. Les charges de personnel, là aussi, les contenir à 0,5%. Intégrer la nouvelle baisse de DGF qui est prévue pour 289 000 euros en 2016 et une augmentation du FPIC de 371 000 euros. Donc, je n'ai pas fait l'addition. Ça fait plus de 700 000 euros, rien que pour une année encore. Donc, on va prévoir une stagnation des recettes de fonctionnement et on prévoit également une capacité d'autofinancement brute autour de 2 millions d'euros et une capacité nette autour de 500 000 euros. Donc vous voyez que ce n'est pas énorme. Bon, pour les grands équilibres au niveau de l'investissement, bien évidemment, nous nous sommes engagés à poursuivre l'ANRU 1 et donc pour 2016, ça sera à hauteur de 3,5 millions d'euros, en incluant les restes à réaliser de 2015. Et on aura également des programmes nouveaux que nous balayerons rapidement tout à l'heure. Et on a toujours ces investissements récurrents qu'on est obligé de prévoir. Dans les investissements récurrents, on a aussi de la voirie, malgré tout. Hein. Donc, pour 2016, comment allons-nous financer les investissements ? Par notre autofinancement dégagé de la section de fonctionnement, donc ça sera autour de 500 000 euros. Des subventions d'équipement, environ 1,5 million d'euros. Le fonds de compensation de la TVA qui nous est versé un an après, donc il a été calculé, c'est 530 000 euros. Et un recours prévisionnel à l'emprunt de 2,5 millions d'euros. Alors quand on entend ce chiffre, on dit 2,5 millions d'euros, on peut dire que c'est beaucoup. Mais en fait, il faut savoir que le remboursement du capital de la dette, il sera de 1,736 000 euros. Millions. Je suis fatiguée là. Hein. Pardon, excusez-moi. 1 736 000 euros. Tu vois un coup, hein. Ce qui est important de dire, c'est qu'en 2014, en fait, nous avons désendetté la ville de 885 000 euros. En 2015, de 474 000 euros. Quand on rajoute ces deux sommes, ça fait 1 359 000 euros pour ces 2 années. Donc il y a eu un désendettement. Donc en fait, on veut lisser.
C'est-à-dire que si on rajoute 1 359 000 à 1 736 000, vous constatez que nous arrivons à plus de 3 millions d'euros. Donc en fait, on pourrait emprunter 3 millions d'euros. Nous ne le ferons pas. Nous nous limiterons à 2,5 millions maximum. Donc en fait, ça pourrait conduire encore à un désendettement. On arrive à une partie un peu plus agréable. Ce sont les investissements prévus pour 2016. Alors là, oui, c'est la poursuite de l'ANRU 1. Donc on commence par l'ANRU. Donc ça, c'est la rue Alexandre Dumas. Donc c'est le 14 avec la petite tour. Et il y a 2 photos. Et l'autre photo, c'est le sommet de la tour. En fait, ce sont des bâtiments de qualité qui méritent vraiment une restauration. Donc il y aura 13 logements et des cellules commerciales. Là aussi, la tour a été refaite. Sur la photo d'après, voilà, la tour a été refaite. Donc ce sont vraiment des bâtiments de grande qualité. Et ce qui est important de dire également, c'est qu'en 2016, donc, il y aura également la voirie qui sera refaite. La voirie, aussi bien pour le Pirou que pour la rue Alexandre Dumas, avec la reprise des réseaux. Et ça, c'est important de le préciser, parce qu'en fait, ce ne sera pas qu'un vernis, ce sera vraiment une reprise complète des réseaux. Alors, il y a aussi le projet important qui est l'îlot Mercière. Quand on regarde là, on a l'impression que c'est très localisé. En fait, si vous allez sur le terrain, vous verrez que le chantier est assez colossal, puisque là aussi, tous les réseaux sont repris. Donc, ce sont des travaux très conséquents et qui vont vraiment changer tout ce secteur. Et ça fera le lien entre donc les remparts, de la rue Alexandre Dumas jusqu'au rempart, ce sera tout refait en fait. Donc oui, c'est un projet intéressant qui va quand même changer durablement la ville. On a également en cours les travaux, donc on poursuit les travaux pour le 268 rue du Pirou. Il y a quelques photos et comme vous pouvez le constater, en fait les piliers sont en pierre, ils ont été, on voit pas trop, mais en fait ce sont des beaux bâtiments et donc ils seront bien mis en valeur. On voit pas trop, oui. Voilà. Donc en fait là aussi il y aura des commerces et c'est vrai que ça peut redonner un coup de jeune à notre ville. Font partie également des travaux de l'ANRU 1. Donc ça a été fait, la démolition d'une partie de l'ancien hôpital. J'ai pas trouvé de photos plus récentes. Et après il neigeait, donc ça allait pas. C'est pas possible. Donc en fait, donc on va continuer aussi ces travaux-là. Donc pour 2016. En dehors de l'ANRU 1, qui est quand même un point important, puisqu'on va consacrer 3,5 millions, comme on vous a dit tout à l'heure, hein, sur le budget de 5 millions d'euros, donc c'est conséquent. Donc, avec les restes à réaliser, j'entends, je reprécise. Donc, le budget 2016 sera consacré à l'enfance, à la jeunesse. Ils resteront au cœur du projet municipal. Là aussi, ça va être développé un peu plus, hein. Il y aura la rénovation urbaine, comme vous l'avez vu, la politique de la ville avec le contrat de ville et la solidarité au quotidien, puisque en fait le bien vivre ensemble, ça fait partie d'un monde solidaire aussi. Et puis la culture et l'animation dans la ville, ce sont des projets prioritaires. Donc les principaux projets d'investissement hors ANRU, puisque nous venons de les voir rapidement. Donc, de toute façon, on le redétaillera plus lors du budget, hein. Là, c'est qu'un aperçu, il n'y a pas forcément tout. Donc, il y aura des travaux d'amélioration de la maison des sports et du parc à Antonin-Chastel. On devra sécuriser le centre d'art contemporain, puisqu'en fait, il y a des problèmes. La commission de sécurité a mis un avis défavorable. Nous devons faire des travaux pour l'escalier de secours. Hein. Donc, comme vous le savez peut-être également, il y a des soucis au niveau de la toiture de l'église Saint-Genet. Donc, il y a une étude qui a été faite
que ce soit pour la toiture et pour les murs. Elle sera déposée donc au ministère de la Culture prochainement. Par contre, ces dossiers sont extrêmement longs. Donc il faut 3-4 ans pour obtenir que le dossier soit validé. Donc la toiture ne pourra pas attendre. Donc on va être obligé de boucher les trous en clair. Donc dès 2016. Donc on va mettre en sécurité une partie de la toiture de l'église Saint-Genet. Voilà. Et puis une étude de rénovation de la médiathèque, on en avait déjà parlé, puisqu'on vous avait, voilà, on vous avait dit que la DRAC avait visité, la DRAC avait visité les 3 sites, et donc a dit que la médiathèque devait rester à cet endroit-là. Et donc il y a une étude qui va être lancée en partenariat avec la DRAC. Hein, c'est ça ? Voilà. Et le cinéma également. Donc c'est une étude pour le cinéma. Parce qu'on a aussi l'obligation, quand on est élu, d'être un peu visionnaire pour prévoir l'avenir, même si ça ne se réalise pas tout de suite. Il faut savoir qu'il faut prévoir l'avenir, pas seulement sur les 6 ans d'un mandat. Ce qui est important de dire, je pense que même on devrait l'exiger dans un programme municipal, il devrait y avoir sur 6 ans et une vision plus lointaine. Il devrait y avoir 2 phases. Alors, les projets d'investissement pour la jeunesse, ça faisait partie des engagements de campagne. Donc, on va lancer une étude sur la création d'un multi-accueil sur la commune en partenariat avec la CAF, puisque la CAF finance fortement ces multi-accueils, je crois à hauteur de 80%. Voilà. Et puis, bien évidemment, nous poursuivrons les travaux d'entretien, et pas seulement d'entretien, mais d'équipement des groupes scolaires, peut-être au niveau informatique, mais on en parlera mieux au niveau du budget définitif. Voilà. Et au niveau du cadre de vie et de l'environnement, donc on a prévu d'améliorer la passerelle piéton donc du quartier du Moutier, du pont du Navire. En fait, c'est une nécessité, c'est pas qu'une amélioration, c'est une nécessité. Comme on en a parlé tout à l'heure, la rénovation du bâtiment de l'ancienne piscine d'Iloa également fait partie des objectifs de 2016. Le programme de voirie, eh bien, il y aura la réfection de la rue Janzé. Probablement, compte tenu du coût de cette réfection, on le fera certainement en 2 tranches. Ce qui est important de dire, c'est que la réfection de la rue Janzé, eh bien, il y aura les réseaux qui seront refaits. C'est-à-dire que quand on refait une route, et qu'on y investit quand même pas mal de milliers d'euros, on va essayer de le faire comme il faut. On fait tout, comme tu dis. Et il y aura naturellement, ce sont les investissements récurrents, les travaux d'entretien du patrimoine, école, accessibilité. Il y a pas mal de travaux au niveau de l'accessibilité. Il y a un retard assez colossal, mais on n'est pas la seule ville à être en retard. Hein. Au niveau du chauffage, espace vert, véhicules, parc informatique. Et moi, j'ai fini pour le budget principal. Voilà. Je vous remercie. Thierry ? Oui, qu'on continue sur les budgets annexes. Ce sera vite fait, hein, il n'y en a pas pour 8 jours. Hein. D'accord. Oui. Les budgets annexes, c'est plus rapide, hein, je vous rassure. Donc, il y a le budget des services industriels et commerciaux. Donc, ce budget... Eh bien, en 2016, les annuités de la dette, le remboursement des annuités de la dette s'effectuera grâce aux recettes des loyers. Donc, il y a un atelier qui sera vendu, l'ADAPI, et on n'en a plus qu'un, c'est CAP Plastique. Et après, on n'aura plus d'ateliers relais, ils seront tous... au bout d'un moment, on n'aura plus de loyers qui rentreront. C'est un budget qui va s'éteindre naturellement. Donc, aucun recours à l'emprunt ne sera nécessaire compte tenu des excédents de ce budget. L'endettement au 1er janvier 2016 donc, sera de 206 000 € et l'excédent du budget était de 771 000 lors du compte administratif 2014. Donc en fait c'est un budget qui ne bouge pas beaucoup. Voilà. Après le budget eau, au niveau du fonctionnement on a prévu des volumes stables, donc des recettes de fonctionnement stables. Au niveau des dépenses, eh bien, il y aura une augmentation de la refacturation du personnel mis à disposition. Alors, ça veut dire quoi, cette petite phrase ? En fait,
il a été constaté que le personnel qui est affecté au budget eau et au budget assainissement est payé en partie par le budget principal. Et on s'est rendu compte que, en fait, le budget principal participe trop à la rémunération du budget eau et assainissement. Alors, si nous avons décidé de faire que les comptes soient sincères à ce niveau-là, on le fera sur 2-3 ans, parce qu'il est important de préciser qu'à partir de 2020, tout ce qui est eau et assainissement, ça sera transféré aux intercommunalités. Ce qui veut dire que si le budget principal rémunère trop ces budgets annexes, eh bien les Tiernois continueraient à payer l'eau trop de choses par rapport au budget eau et assainissement. Les budgets eau et assainissement doivent s'autofinancer réglementairement. Donc là, ce n'était pas tout à fait le cas, donc on va le faire sur 2-3 ans. On va rééquilibrer les comptes pour qu'ils soient conformes à la réalité. Au niveau des investissements, eh bien, les investissements, il sera prévu 660 000 € hors taxes. Donc, en fait, on en a déjà parlé, des travaux de filtration au barrage de la Murate. C'est une réinscription de 2015. C'est des travaux qui sont très coûteux. Les périmètres de protection de captage, ça fait des années qu'on entend parler. Et en fait, c'est quand même des dossiers extrêmement longs parce qu'on a affaire à un hydrogéologue. Et l'hydrogéologue, il n'y en a que, je crois, que 2 sur le département. Donc c'est extrêmement long. Parce que moi, j'en entends parler peut-être depuis 15 ans. Voilà. Donc, il y aura aussi des travaux de réhabilitation de réseau, notamment la rue Janzé. Comme on en a parlé tout à l'heure quand on refait la voirie, vous allez le revoir au niveau de l'eau, de l'assainissement. Voilà. Donc, il y aura un emprunt de 220 000 € qui sera inscrit. Au niveau du budget assainissement, c'est pareil, hein, on travaille sur des volumes stables, des recettes donc identiques. Les dépenses, c'est pareil, seront stables et toujours la même réflexion que tout à l'heure, on fait pour l'eau et l'assainissement. Donc je ne vais pas rabâcher. Au niveau de l'investissement, eh bien, il y a des travaux qui sont nécessaires au lotissement du parc de la Roche. En fait, la station de la Goutte n'était pas réglementaire et donc il y aura des travaux qui seront faits sur cette station pour permettre de réaliser ce lotissement. Il y aura aussi la déconnexion de la fontaine des Pelins et des travaux d'extension des zones urbanisées, ça c'est tous les ans qu'on le fait. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Janzé. Un emprunt à hauteur de 260 000 € pourra être inscrit. On a le budget SPANC, le service public d'assainissement non collectif. En fait, ce budget, c'est pas un gros budget, hein, puisqu'en fait, les recettes de ce budget, c'est uniquement les contrôles qui sont facturés aux personnes. Il y avait pas mal de contrôles à faire. Ils sont tous faits, je crois. Et c'est 80 € le contrôle. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est que des crédits liés aux aides du conseil départemental pour les particuliers seront inscrits en dépenses et en recettes, la ville faisant l'intermédiaire. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui doivent réaliser un assainissement individuel. Parce que les assainissements individuels, c'est pas donné quand même. Hein. Et donc, le conseil départemental participera. Et nous ferons l'intermédiaire. Hein, c'est ça? Il participe déjà. Merci. À hauteur de 30%. Donc, on a le budget lotissement Parc de la Roche. Donc, la maîtrise d'œuvre a été lancée en 2014 et les travaux seront sur 2 exercices budgétaires parce que c'est quand même assez conséquent puisque c'est 1,1 million d'euros. Voilà. Donc, on inscrira dès 2016 440 000 €. Et je crois que j'ai pas fini là-dessus. Et puis, on va créer le budget en rue 2, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Donc en fait, ce budget s'équilibrera en dépenses et en recettes pour 209 500 €. Mais ça, on est déjà, on n'est plus dans le débat d'orientation budgétaire, on est un peu dans le budget là quand même. Hein. C'est très précis. Voilà. Donc ça sera subventionné, largement subventionné. Voilà. Merci Nicole. Y a-t-il des observations ou des commentaires? Certes.
Tout d'abord, sur la forme. Sur la forme, alors, je dois dire qu'on est un petit peu, pas agréablement surpris, mais en tout cas, la présentation que vient de faire Madame Giry n'a rien à voir avec le document, enfin, n'a rien à voir, ne ressemble absolument pas, et heureusement, au document que nous avons reçu. Un document de 20 pages, dont 80% traitent du passé ou de contexte extérieur et 20% des projets. Donc je vous avoue que quand on a lu ce document, qui est un peu brouillon, il y a des approximations, etc., on s'est dit ça va être très difficile de pouvoir débattre. C'est pas qu'il est brouillon, c'est que vous l'avez peut-être mal compris. Non, franchement, on n'est pas là pour polémiquer parce qu'on a tous d'autres choses à faire, mais vraiment, des façons d'exprimer les choses où on s'est dit, c'est bizarre, c'est votre deuxième daube, votre premier daube l'an dernier, on l'a là, ça s'est passé d'une manière tout à fait correcte, courtoise, dans les écrits, j'entends, parce que c'est important les écrits, on les prend dans la figure, ou des fois il faut relire 5 fois la même phrase pour la comprendre, etc. Et l'an dernier, on a pu avoir un DOB qui était tout à fait correct, et cette année, je vous avoue que quand on a eu ce document-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette collectivité ? Qui a pris cette plume pour écrire ça et expliquer les choses comme ça ? Et franchement, on n'a pas reconnu le style de Nicole Giry derrière ce document-là. Bon, c'est une chose. Alors, il y a des éléments qui sont compliqués, qui sont complexes. On voit bien, quand on parle par exemple de cette fameuse subvention, c'était traité dans votre parole à la majorité de l'automne, dans le vote numéro 4 de Tiers Actualité, vous avez annoncé un certain nombre de choses qui pour nous sont sûrement pas vraies, mais comme c'est complexe, je vous avais demandé, je vous avais écrit, vous m'avez répondu par écrit, et je vous avais dit votre réponse elle est quand même encore complexe, est-ce qu'on peut se rencontrer dans les services pour en parler d'une manière concrète? Vous avez proposé, on a fait une réunion lundi dernier avec Nicole Giry, votre directeur des services, Jacqueline Malochet et moi-même. On aurait aimé que vous y participiez parce que je crois que c'est important que vous puissiez également découvrir le détail des dossiers. On a avancé, donc je vous remercie déjà qu'on ait pu tenir cette réunion-là. Je souhaiterais qu'on puisse continuer, si vous en êtes d'accord, pour approfondir un certain nombre de dossiers parce que on s'est rendu compte que c'est pas si simple. C'est pas si simple, on peut croire et affirmer des choses, et puis quand on analyse le contrat, quand on va chercher les bonnes dates, quand on regarde, ben oui, c'était pas là, ça s'arrête là, etc., etc. Donc, et je pense qu'une fois qu'on se sera mis d'accord avec vraiment les éléments factuels sur la table, après, et Nicole Giry expliquera à sa majorité et à vous-même ce qu'il en est, nous on en prendra acte en disant ben non, là ils se sont trompés, là on s'est trompé, etc. Mais on aura des choses claires, parce que c'est pas en dialoguant, en échangeant d'une manière parfois un peu vive, comme on le fait par exemple avec notre premier adjoint préféré, qu'on fait franchement avancer les dossiers d'une manière concrète. Voilà, ça c'est un petit peu sur la forme, et on pense que débattre c'est bien, mais il faut être prudent. Qui tient la plume? Qui tient la plume? Parce que derrière la plume, il y a une signature, c'est votre signature, alors c'est vous que ça engage, mais en tout cas, je pense que c'est important qu'il y ait un respect mutuel, comme on l'a eu dans cette présentation qui vient d'être faite. Ça, c'était sur la forme. Sur le fond, avant même d'aborder les éléments du projet de 2016, je pense qu'il faudrait là aussi, alors peut-être que notre réunion à venir ou nos réunions à venir permettront peut-être d'éclaircir un certain nombre d'ambiguïtés ou d'incompréhensions sur des aspects un peu techniques. Mais je voudrais juste reprendre 2-3 éléments sur la masse salariale. La masse salariale de la collectivité, c'est exact qu'elle a progressé fortement entre 2004 et 2005. Et ça, c'est le fruit d'une réorganisation interne. Voilà, c'était assumé, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait une organisation qu'on appelait en râteau, c'est-à-dire qu'il y avait une direction générale qui était assez
comment dire, directive à l'époque, hein, avant 2001. Et puis ensuite, il y avait un grand nombre de services avec à leur tête parfois des gens qui n'étaient pas forcément à leur place. C'était comme ça. Voilà. Eh bien, on a souhaité, nous, travailler sur une organisation différente, créer ce qu'on appelle des pôles. Alors, les pôles, vous avez un petit peu changé les noms, mais ça revient un petit peu au même. Aujourd'hui, vous avez un responsable pour le pôle culturel, vous en avez un autre pour le pôle un petit peu politique de la ville, etc. Donc, on n'est pas loin de cette même organisation, mais ça supposait de recruter du monde, de recruter de l'encadrement, et de l'encadrement qui coûte cher. Voilà. J'ai pas dit qu'il coûte trop cher, j'ai dit qu'il coûte cher, mais c'est normal. Et recruter de l'encadrement et recruter des véritables chefs de service à un bon nombre d'endroits où il y avait déficience. C'est comme ça, c'était l'histoire. Donc, forcément, ça a enclenché une hausse mathématique entre 2004 et 2005, et qui ensuite, globalement, a été maintenue, voire même ensuite maîtrisée, vous l'avez écrit, entre 2010 et 2013 environ. Voilà. Donc, c'est pour expliquer pourquoi. Et ensuite, je pense que quand on aborde maintenant les budgets 2016, bon, vous nous avez fait une remarque qui n'était pas injustifiée à un moment donné quand on disait oui, mais avant 2001, etc. Vous me dites, mais 2001, c'est la préhistoire. Bon, on est en 2016, 2005, 2004, c'est aussi un petit peu la préhistoire. Je crois que maintenant, il faut se le dire une fois, c'est fait, et on passe à autre chose. Un autre élément également sur lequel je voudrais revenir, c'est celui des comparaisons qu'on peut faire entre la ville de Thiers dans ses comptes, que ce soit les dépenses de fonctionnement par habitant, les recettes de fonctionnement par habitant, l'investissement par habitant, l'endettement par habitant, etc. On est toujours plus élevé que les autres. Et c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que Thiers est une ville riche en activités économiques, qui a donc fédéré un grand nombre d'industries et d'activités économiques qui ont apporté énormément de taxes professionnelles à l'époque, donc de fiscalité, beaucoup plus que des villes comme Sébaza, comme Landes, comme Ambert, en regardant les mêmes proportions d'habitants. Et donc, par ce fait-là, et un autre fait également qui est celui de la centralité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Thiers est une ville de centralité. C'est pas Chamalières. Chamalières est adossée à Clermont-Ferrand. C'est pareil pour Cournon, etc. Donc ils n'ont pas les mêmes charges. Nous, on supporte de plein fouet des charges. Donc, que les recettes et les dépenses de fonctionnement par habitant soient 30-40% supérieurs à ceux du département ou de la strate nationale, c'est normal. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise gestion, ni de votre fait, ni de nous d'ailleurs. Pareil pour l'endettement. L'endettement, c'est un petit peu différent. L'endettement, c'est lié aux gros déficits qu'il y avait, enfin en tout cas aux chantiers colossaux de travaux à faire dans cette ville. Bon, ben voilà. S'il faut les faire, soit on est très riche et on a beaucoup d'autofinancement, et à ce moment-là, on emprunte peu. Et l'endettement par habitant sera faible. Mais c'était pas le cas. Il y a eu une volonté, et vous la poursuivez, et je pense que c'est une bonne chose, de limiter la fiscalité des ménages. Donc forcément, c'est l'endettement qui fait la valeur d'ajustement. Et là, c'est normal aussi qu'on soit plus élevé que les autres villes du département. Ensuite, un autre élément qui est celui, vous n'en avez pas parlé aujourd'hui, pas trop, mais allez, je le fais une dernière fois et on n'en parlera plus, c'est celui de la trésorerie, des jours de trésorerie. C'est vrai. Mais je veux quand même le dire parce que vous reprochiez que nous on n'avait que 6 jours de trésorerie, à un moment T d'ailleurs, hein, parce que 2 semaines avant c'était sûrement peut-être 13 jours ou 22 jours ou 2 jours, j'en sais rien, peu importe. Oui, mais c'est pas pour l'année, c'est à un moment donné la jour de trésorerie, c'est au 31 décembre. Hein, c'est pas une moyenne annuelle. Bon. Mais ce qu'on veut dire par là, rien n'est plus simple d'augmenter ce ratio-là, rien n'est plus simple. Rien n'est plus simple. Il suffit de réduire un tout petit peu l'investissement et d'augmenter un tout petit peu l'emprunt. Et vous vous retrouvez avec 30, 40, 50, 60, 70 jours de trésorerie sur votre compte en banque du trésorier municipal. C'est même pas celui de la ville, c'est celui du trésorier. Et vous ne pouvez même pas en profiter ni en jouir, il ne vous rapporte aucun intérêt ni rien du tout. Donc l'intérêt, ce qu'on fait
dans la plupart des ménages, c'est d'avoir une gestion de trésorerie. On ne va pas aller voir le banquier emprunter 20 000 euros quand on doit acheter une maison, une voiture de 10 000 euros et qu'on a besoin de 4 000 euros par mois. Il y a 6 000 euros qui vont rester sur le compte tout le temps à rien faire. Quel est l'intérêt? Donc ce n'est pas forcément un signe de bonne gestion, mais je ne veux pas en rester là-dessus, revenir, mais voilà, je crois que tout le monde peut le comprendre, ça. Juste sur la démonétisation des RTT ou des comptes épargne-temps ou des choses comme ça, posez la question à un expert comptable, posez-lui la question. Est-ce que c'est une charge pour la collectivité ou est-ce que ça n'en est pas une? Si vous dites que ce n'est pas une charge, alors il me l'écrira, et alors là j'irai suivre ses cours, mais c'est une charge pour la collectivité, il n'y a pas à revenir là-dessus. Ensuite, sur l'aspect des politiques de recrutement de contractuels. Alors, il y a eu effectivement, à un moment donné, des remarques sur certains contrats qui étaient un peu complexes. Bon, tout ça, ça s'était plutôt tassé. Il y a eu une politique de titularisation au maximum, pas au maximum, en tout cas énorme, entre 2001 où il y avait 30% d'emplois précaires en 2001 pour tomber à 17% en 2014. Alors on peut toujours tomber à un peu moins que 17%. Mais attention après, si c'est pour des emplois aidés ou des emplois qui deviendront aussi plus ou moins précaires, ça peut poser problème. Une remarque par rapport au DOB, c'est celui, alors ça c'est quand même ça nous fait un peu mal, et pas qu'à nous, mais je pense que s'il y a le service de renouvellement urbain qui a pu avoir vent de ces informations-là, si Auvergne Habitat, Office a pu avoir vent de ça, quand vous dites que finalement entre 2007 et 2013, on n'a pas été très vif dans la mise en œuvre du programme de renouvellement urbain, qu'on aurait dû faire plus par an, alors là, je tombe de l'armoire parce que toutes les visites qu'on a pu avoir des directeurs généraux de l'ANRU, de ministres, de préfets, ils étaient tous là, et c'est pas, on ne cherche pas de la gloriole, mais ils étaient tous là pour nous féliciter, pour porter Thiers en exemple sur le niveau de réalisation. Alors, de grâce, je ne sais pas qui a fait ce calcul, j'ai peut-être une petite idée, mais ce calcul mathématique, arithmétique, qui dit j'ai une période, je divise et chaque année je dois faire ça, vous savez pertinemment que quand on lance un programme de 20 millions, 30 millions, 75 millions, comme c'était le cas ici, il y a des premières années où c'est des études, c'est des négociations, c'est des achats de bâtiments, des achats de terrain, des négociations d'entreprises, etc. Et que forcément, ça monte plutôt en puissance à la fin. Mais je pense que c'est un mauvais procès qui est fait. Et si vous dites que vous allez faire 3,5 millions d'euros pour l'ANRU en 2016 et autant en 2017, sincèrement, je vous souhaite de le faire, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Ensuite, sur la gestion peu rigoureuse, sur ces notions de ligne de trésorerie, moi, ce que je vous ai proposé, c'est qu'on fasse un point ensemble, dans le cadre de cette réunion justement, parce que c'est pas si simple que ça. On n'a pas, nous, les éléments ici pour pouvoir en parler, on les a pas gardés avec nous, et ça permettra de mieux comprendre qu'est-ce qui a été signé, par qui, quand, dans quel contexte. Il y a ça. Il y a également un ou deux éléments qui concernent des notes relatives au RHI Saint-Jean et Alexandre Dumas, où il y a eu des sommes qui semblent soit être plus élevées, soit être arrivées trop tard, ou je sais pas. Là, sincèrement, je suis incapable de répondre sur ces éléments-là sans avoir des dossiers sous les yeux. Et peut-être également pareil pour les amortissements. C'est un élément que j'ai vu où il y aurait 200 000 euros d'amortissement qui auraient été non enregistrés. Peut-être, j'en sais rien du tout, mais si vous le voulez bien, on pourra peut-être le regarder. Voilà, je voulais, avant de laisser la parole à mes collègues qui parleront plus de 2016 et de vos projets, je voulais un petit peu reprendre ces quelques éléments. Je pense que la tâche est colossale. Les contraintes qui sont les vôtres aujourd'hui,
elles sont évidemment rudes, hein, que ce soit les baisses de DGF, voilà. À côté de ça, on a des éléments positifs qui nous font plaisir. Quand on voit que les bases fiscales, enfin les recettes fiscales ont augmenté de 300 000 euros, vous le dites, en 2015, malgré la baisse de la DGF 2015 de 300 000, ça veut dire que sans la baisse de la DGF, elles auraient augmenté de 600 000, mathématiquement, sans augmenter les taux, hein, je parle simplement des bases, c'est positif. Ça veut dire qu'on a un tissu de foncier des ménages, de foncier économique des entreprises qui est plutôt en bonne santé. Et je crois qu'il faut le dire, hein, on est d'accord là-dessus. Hein, si on a 300 000 euros, vous confirmez, hein, Madame Giry, les plus de 300 000 euros de recettes, c'est ce qui s'était écrit. Donc, apparemment, c'est ce qui devrait être au CA. C'est ce que vous nous donnez. C'est plutôt un bon signe. La population, ça aussi, je peux vous assurer que c'est un vrai élément de satisfaction, tout en restant humble, parce que on sait comment se calculent les populations, hein, par cinquième, moyennée, etc., avec des années de retard et tout. Donc nous, par quartier, donc ça dépend de quelle année ça tombe dans tel quartier. Quand c'est un quartier où on a fait partir les gens parce qu'on va refaire, il n'y a plus personne, ça casse la moyenne, enfin bon. Donc là, nous, on pressentait, si vous voulez, cette amélioration de ratio depuis 2 ans. Il faut simplement bien avoir la confirmation officielle de l'INSEE pour pouvoir la communiquer. Mais voilà, donc je pense qu'il y a des éléments positifs, mais la tâche sera rude, et si les uns et les autres, on met bien tous nos efforts sur les bons sujets, je crois que la ville aura plus de chances de bien avancer que si on fait des espèces de guérilla en public, ici, de chiffres, sans éléments, personne ne comprend, ni les élus, ni la presse, ni le public, et il n'y a que 2 personnes ou 4 personnes qui se font plaisir, et ce n'est pas notre objectif. Voilà, en tout cas, sur ces éléments de politique générale, ce que je voulais dire, et je laisse la parole à mes collègues. Alors, je vais juste répondre à quelques... J'assume, moi, pleinement la note que vous avez reçue. C'est une note technique. Alors, effectivement, on peut rendre en analysant qu'il y a peut-être certains mots, certaines tournures qui peuvent heurter, suivant comment on la lit et qui la lit. C'est vrai qu'avec la présentation qui était faite avec le PowerPoint, là, c'est plus une présentation, on va dire, plus pédagogique, mais qui reprend ce qu'il y a là, reprend ce qu'il y a dans ce document-là. Donc après, bon, on peut toujours dire, voilà. C'est pour ça que je parlais de forme. Oui, voilà. La forme est importante parce que la forme peut faire du mal, voilà, et inutilement, à mon avis. Donc à un moment donné où la ville n'a pas besoin de ça. Et c'est un document, les informations qui sont dedans ce sont des informations qui ont été récupérées, si je puis dire ça comme ça, par l'ensemble des études qui ont été réalisées, les 2 experts qui ont été nommés, et puis par les informations au sein des services qui nous ont été remontées, quoi. Sur ta proposition de se revoir pour là-dessus, aucun problème, que ce soit là-dessus, même sur d'autres sujets, hein, qu'on fasse le point une fois pour toutes sur l'ANRU, où on en est, dans quelles conditions, et quand tu soulevais, là, nous, ce qui nous chagrine, c'est qu'on a à mettre 8 millions sur les 2 années à venir là, pour finir le programme ANRU 1, donc on aurait pu anticiper, c'est pour ça que sur l'ANRU 2, on prévoit la création d'un budget annexe, voilà, qui nous permettra, lorsqu'on nous percevrons les financements pour ce type d'activité, d'être inscrit directement sur le budget annexe, que celui-ci n'intègre pas le budget de fonctionnement global. Bon. Donc on peut effectivement clarifier une fois pour toutes tout ce qui est lié à l'ANRU, et puis régler une fois pour toutes le passif, sachant que sur un certain nombre de choses on ne sera pas d'accord, mais au moins on aura le mérite de se le dire en face, chiffre à l'appui, chacun mènera ses arguments. Quand on parle de trésorerie, on ne sera jamais d'accord, ouais, il y a des choses comme ça, mais au moins à un moment donné, moi je retiens la proposition de dire il y a un passif, il y a un passé, on ne va pas construire l'avenir systématiquement en se renvoyant dans la figure ce qui a pu être fait en 99, en 2001 et en 75. Hein, nous, ce qui nous intéresse, c'est, bon, il y a une situation, elle est celle-ci. Hein, et puis, on travaille tous dans le même sens, et pour le bien de la collectivité, quoi.
Donc effectivement, ces querelles, à un moment donné, il faut que ça cesse, qu'on ait des débats de fond sur les politiques qu'on souhaite mener, sur la politique de la ville, sur des choses comme ça, mais qu'à un moment donné, il faut cesser. Sur l'endettement, effectivement, tu dis... on ne peut pas comparer dans le document, on souligne simplement que c'est par rapport à la moyenne nationale et tout. Il n'y a pas de jugement de valeur. À un moment donné, lorsqu'on affiche 1 700 € pour 900 €, on se pose la question, c'est une interrogation. On peut trouver tous les arguments possibles et imaginables, dans un sens comme dans un autre. Donc effectivement, moi je dis régulièrement qu'à tiers c'est toujours 3 fois plus cher quand on reçoit les entreprises, quand on négocie, je dis à tiers, de toute façon c'est toujours 3 fois plus cher. Parce que ça monte, ça descend. Non, la configuration de la ville fait que ça monte, ça descend, on fait de l'assainissement. Si on fait de l'assainissement dans les combrailles, c'est tout plat. Ici, dès qu'on touche à l'assainissement, il y a du rocher. Donc automatiquement, les prix sont montés. Voilà. Par rapport à la masse salariale, l'organisation des services, nous, systématiquement, ce qui est demandé à chacun des services, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un départ significatif, il y a une remise en cause du service, c'est-à-dire comment on peut réorganiser le service. On se pose les bonnes questions, on essaye de voir avec les services quelles sont les urgences, les préoccupations premières, et dans quelle mesure on peut réorganiser le service sans forcément avoir recours à l'emploi. Voilà ce que je peux te dire Mais le fait qu'on puisse se voir et faire le point, que ce soit sur ces dossiers-là ou que ce soit des dossiers comme par exemple on a vu le lotissement de la Roche cet après-midi ou des choses comme ça, c'est des sujets qui concernent l'ensemble de l'équipe municipale, que ce soit la majorité ou l'opposition, au moins à titre d'information. Y a-t-il d'autres observations ? Juste rajouter sur la politique salariale et l'évolution de la masse salariale. Juste rappeler que M. Desglon peut dire que c'était obligatoire, c'était nécessaire. Ça a juste été remarqué sur le rapport de la Cour des comptes de 2011, que les salaires pratiqués à cette époque-là à la ville de Thiers étaient des salaires hors normes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Faut vous référer à celle de 2011. Voilà. Et un petit mot sur le DOB. Moi, c'est pas la forme qui m'intéresse, M. Desglon. Tout ce qui est mis là-dedans, c'est juste. C'est tout juste. Même sur la forme, dire la vérité qu'on est super endetté, parce que 30%, je suis d'accord avec vous, qu'on soit un peu plus endetté que les autres, oui, pourquoi pas. Mais là, c'est du simple au double. On est sur quasiment du 90%. Donc ça, c'est pas, et on peut pas le dire autrement, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais, mais le problème, si vous voulez, c'est que, vous voyez, si on redémarre là-dessus, non mais avec vous, c'est impossible, de toute façon. Non mais avec vous, c'est impossible de discuter les chiffres. Si on veut parler de l'endettement, petit 1. Ça, je ne suis pas rentré dans le détail, parce que si on rentre dans le détail tout de suite, on peut partir pendant 2 heures. Si on veut parler de l'endettement, il faut parler de l'endettement global, de tous les budgets. Ça, c'est une première chose. Là, l'endettement du budget principal est important, c'est le plus important, mais ce n'est pas le seul. Donc, quand on veut regarder une situation financière d'une collectivité, regardons la totalité de ces endettements. Ensuite, qu'on soit à un niveau d'endettement qui est important, mais on le sait. Ben voilà. On le sait. Alors, vous pourrez le dire et le redire et pointer du doigt les copains qui ont pu en faire avant, encore qu'on l'a ramené inférieur à ce que nous on l'a trouvé du temps de la préhistoire en 2001. Non. Mais bien sûr que oui, mais voilà. Mais de toute façon, c'est ça qui est très désagréable avec vous, monsieur Mefta, et qui nous incite à ne pas débattre avec vous, parce que quand on vous met les chiffres, s'il vous plaît, quand on vous met les chiffres. Ils sont là, non mais vous avez déjà toute votre idée est déjà écrite, donc de toute façon on ne peut rien changer dans votre façon de penser. 1700 €, 913, excusez-moi, c'est pas moi qui l'ai. Vous ne parlez que du budget principal. Attendez. Vous ne me parlez que du budget principal. Oui, donc on ne va pas embêter les autres avec ça. Mais si, il faut les informer, monsieur Desglon. Mais pas de votre façon. Moi je veux discuter avec Madame Giry, je veux discuter avec le maire, mais pas avec vous.
Je vous le dis clairement. Mais parce que vous n'êtes incapable, vous avez vos affirmations. C'est pas des affirmations. Mais si, et c'est toujours biaisé. Vous faites de la politique, Madame Giry fait de la gestion, et moi je préfère. Voilà, c'est tout. Et je rajouterai rien ce soir sur ces questions-là, parce que c'est inintéressant. Et moi j'ai passé 13 ans de ma vie à fond dans cette collectivité, non pas pour faire de la politicaille comme vous le faites, mais pour faire avancer des sujets, pour faire de la vraie gestion. Laissez-moi finir. Pour faire de la vraie gestion, pour faire avancer des dossiers, et je pense qu'on en a fait bouger énormément, et voilà, et c'est pas en faisant du poivre et du piment en permanence que ça fait avancer des sujets. Attends, dire la vérité aux Tiernois, attendez, je suis désolé si vous appelez ça de la saupoudraille, excusez-moi, dites-moi ce qui est inexact dans ce que je vous ai dit. Ah mais vous souhaitez... C'est trop pas d'accord. Monsieur Barrault ah bon. Monsieur Barrault, Philippe. Sur le fond, on ne peut que partager ce que dit M. Desglans sur l'extrême difficulté d'analyser les finances publiques. Il reste quand même que, à la fin, on est tous obligés de partager un bilan qui est qu'on a une dette du double d'une ville de la Strate ou quasiment. Nous n'avons pas de provision pour risque obligatoire depuis 2006. On vient d'en mettre en effet. Pas de fonds de roulement, il a donc été nécessaire de payer par l'emprunt des dépenses courantes et des salaires, et en reste à réaliser en ruant excessif par rapport à la capacité d'endettement de la ville sur les 2 prochaines années. Alors, je ne voudrais pas faire une intervention négative. Il est clair que la politique d'investissement qui a été menée avant était ambitieuse. Si elle n'était pas tombée en ciseaux avec M. Barrault, ambitieuse mais obligatoire. Laissez-moi finir, mais attendez, M. Barrault. Personne, et vous nous parlez de travaux qui n'ont pas avancé assez vite. Monsieur Paulès, mais oui, mais je ne peux pas entendre ça, c'est terrible. Non, c'est pas démocratique. Mais allez la visiter, votre ville, M. Barrault. Allez la voir. S'il vous plaît. Il faut laisser parler les gens, d'accord ? Donc, il est probable que cette politique d'investissement ambitieuse serait passée sans le ciseau du financement de l'État et la baisse de la dotation. Monsieur Desglans, écoutez quand même, parce que je ne dis pas que des choses négatives. Ce qui est sûr, c'est que, de par son ambition, elle était quand même un petit peu aventureuse. Et donc, actuellement, alors que le ciseau tombe, elle met la ville dans une situation qui est difficile. Il fallait assumer ce que vous aviez signé, voilà, c'est tout. Juste assumer et pas nous laisser 8,5 millions à faire sur 2 ans, alors que vous auriez pu l'étaler sur... Si on avait été élu, on aurait continué. Ah oui, on avait un projet, on n'avait pas des... C'est la démocratie, ça, heureusement. On n'avait pas l'intention de faire des choses qui étaient en dehors de ce qu'on pouvait faire. Vous avez fait une campagne avec des projets mirobolants, mais voilà, mais nous, on connaissait notre budget, vous le connaissiez aussi, puisque quelques-uns d'entre vous étaient parmi l'opposition, donc vous saviez très bien nos budgets. Vous les connaissiez, ils n'étaient pas cachés. Comme l'ANRU, on ne savait pas le solde. Le solde sur 2 ans, il est énorme quand même. Voilà. Et on est dans l'obligation de le finir. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on a fait une réunion d'1h30 avec Nicole Giry, rien que sur l'aspect du reproche que vous nous faites. Vous m'obligez à rentrer dans le détail, mais j'en suis désolé. Mais rien que sur le reproche d'avoir touché en 2012, je crois, 512 000 euros de subventions pour l'ingénierie, vous nous le reprochez, alors que c'est exactement ce qu'on devait toucher entre 2007 et 2012.
Mais vous n'étiez pas à la réunion, demandez à Nicole les éléments. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, sinon je m'en vais. Non, mais allez-y, monsieur Desglands, allez-y. On a regardé le dossier, on les a mis sur la table, on a regardé quand commençait le dossier, quand il terminait, quelle était la somme, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui était prévu et qu'est-ce qu'on a touché. Ce qu'on a touché, à 10 000 euros ou 12 000 euros près, c'est ce qu'on devait toucher pour la période 2007-2012. Donc, qu'ensuite ça s'arrête, le contrat c'était juillet 2007, juillet 2014. C'est fini, juillet 2014, c'est un autre contrat, c'est autre chose. Donc ce qui a été touché n'a été pris à personne et était tout à fait légal et heureusement. Et imaginez un quart de seconde, l'ANRU nous donner des sous, des 500 000 euros comme ça, alors qu'on n'y a pas droit. Alors c'est ridicule. Donc ça nécessite de l'humilité. Ça nécessite de l'humilité, ça nécessite du travail, deux choses, humilité, travail et de la perspicacité, chose que Nicole Giry fait volontiers, elle, voilà, et de se remettre en question quand on est sur un dossier, ce qui ne veut pas dire qu'on a toujours raison nous, mais en l'occurrence sur ce dossier-là, sur ce point-là, eh bien on a raison. Donc on pourra se revoir sur d'autres dossiers, sur l'histoire de l'ANRU. Je peux vous répondre s'il vous plaît, monsieur Desglands? Il n'y a pas à répondre là-dessus, vous n'avez pas regardé le dossier. Mais vous plaisantez, bien sûr je connais le dossier. Vous avez touché le solde de 512 000 euros. Mais le programme l'ANRU se termine en 2017. Alors en bon gestionnaire, vous avez touché le solde de l'ingénierie de 512 000 euros. Voilà. Oui, ok. Non mais par contre, et c'était à vous de planifier, parce que l'ANRU s'est pas terminé en 2012. Le programme courait jusqu'en 2017. Donc en bon gestionnaire, en bon père de famille, hein, pour un budget... Non, bien sûr, ça c'est très bien, fallait l'apprendre, mais par contre, on met des provisions pour payer les salariés jusqu'à la fin du programme. Je suis désolé. Ok, donc vous faites toutes les... Donc voilà, vous injectez les 512 000 euros dans sur le budget 2012, mais vous auriez pu faire des provisions pour qu'on ait au moins de quoi financer le personnel, l'ANRU, jusqu'à la fin du programme. Ça, c'était de la bonne gestion, tout simplement. Non, juste le programme de l'ANRU. Vous avez touché le solde pour ce qui finance le personnel. Oui. Oui, parce que parce que on parle très bien de la même chose. Vous avez très bien compris, monsieur Desglands. Voilà. En fait. C'était soldé, monsieur Desglands, vous le savez très bien. Je voudrais exprimer quand même quelque chose par rapport à ce point-là. Et je connais les dossiers, monsieur Desglands, juste pour votre... fait, par rapport à ces 509 000 euros, en fait, ces 509 000 euros, en fait, tout à l'heure, il y avait un graphique, vous savez, par rapport aux charges de personnel, avec et sans atténuation de charges. Donc, comme je l'ai dit, discrètement peut-être, au niveau des atténuations de charges, il y a l'ANRU dedans, notamment. Et en fait, j'ai dit tout à l'heure, les courbes sont parallèles, presque parallèles, sauf en 2012. Ou en 2012, en fait, eh bien, il est évident que il a été touché plus d'ingénierie que... Voilà. Non. En fait, en 2007, vous avez presque rien eu. En 2007, vous n'avez rien eu. Après, en 2008, vous avez eu... Il faudrait que je recherche. J'avais plié, en fait. 122. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a eu... En fait, on ne va pas polémiquer, on va juste dire les faits. Je pense que c'est important de ne pas polémiquer parce qu'on a besoin de pouvoir se regarder en face aussi. Hein. Donc, en fait, en 2012, il y a eu 509 000 euros de perçus au niveau de l'ingénierie ANRU. Et en 2014, 0. En 2015, 0. Et on espère toucher, en fait, tu disais que c'était fini, 188 000. Normalement, on devrait toucher 188 000 euros, c'est ce qui reste, hein, c'est ça. Mais on ne reproche... de demander à l'agence qui lui doit ces subventions de lui payer au maximum tout ce qui est dû pour les années qui sont écoulées. Voilà. En fait, c'est un simple constat. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. La question n'est pas de leur laisser. Jamais. Mais
Mais fallait provisionner jusqu'à la fin du programme, équilibre, voilà. La question, c'était pas de leur laisser. Les dépenses de personnel. La question, c'était pas de leur laisser, c'était bien de réclamer la subvention. C'est que vous avez, par anticipation, perçu, au niveau de l'ingénierie, les 2 années qui ont suivi. Si. On a un papier comme quoi c'est marqué que on a un papier comme quoi c'était une subvention perçue par avance. On a un papier. Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Bien. C'est pour ça. C'est vous qui les faites, monsieur Deglon, les grandes déclamations. Je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est d'en rester là. Hein. Je clôt la séance. Y a-t-il d'autres interrogations, d'autres questionnements au niveau des conseillers? Non, merci. Moi, je veux continuer quand même, parce que on parle de cet endettement qui est certes important, mais moi je voudrais parler de l'importance des travaux. Que vous allez continuer, et j'espère avec aujourd'hui la refonte des régions, avoir la certitude de toucher certaines sommes. J'espère qu'on vous les a bien... Oui, vous pouvez répondre. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça c'est important. Non, mais... Personne ne rigole. On sait qu'on a encore énormément de travaux à faire sur ce centre pour le faire revivre. Et hurrah, nous reprenons des habitants. C'est merveilleux. Excusez du peu quand même. Mais peut-être qu'on n'aurait pas dû les faire, ces travaux. Tous les travaux que nous avons menés, ces travaux. Mais monsieur Polaise, on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire de travaux. Mais à un moment, on ne vit pas au-dessus de ses moyens, monsieur. Attendez, c'est juste... L'ANRU, c'est un super outil. C'est un super outil, c'est comme du bon vin. Ça c'est une grande nouvelle dans la bouche de monsieur Mefta. Oui, c'est un super outil, nouveauté. Mais c'est comme le vin. Un verre, ça va. 2 verres, ça va. Mais 10 verres, au bout d'un moment, bonjour la cuite le lendemain, c'est tout. Mais bien sûr qu'il fallait faire des travaux. Oui. Mais pas au-dessus de ses moyens. J'ai juste une question, par contre, sur ce sujet des subventions. Je crois que vous annoncez que le conseil régional d'Auvergne avait alloué 5. De la subvention. La région, 5 millions. Je crois qu'il y avait un total de 6 entre l'État et entre l'ANRU et le... L'ANRU va verser à 6 millions. La région a débloqué tout de suite, enfin on va débloquer rapidement dès que le programme démarrait 3,5 millions. 3,5, voilà. 5, et 2,5 de l'ANRU. Voilà. Ça fait 6. Il y a un 5 en réserve pour des projets qui éventuellement n'auraient pas encore été identifiés, mais l'enveloppe que la région nous a promis, c'est pareil, c'est 5 millions. C'est 5 millions. D'accord. Et ma question c'est, on a une collectivité, donc le conseil régional d'Auvergne, qui aujourd'hui n'existe plus en tant que tel, qui vous a donné une information. Alors, c'est un vote, c'est une somme budgétée, c'est quoi? C'est parce que moi je vois mal le conseil régional, pour avoir un peu connu les négociations avec eux, et ce qui est normal, promettre 3 millions, 4 millions, 5 millions sur l'absence d'un projet. Parce que le projet, il n'est pas encore élaboré, évidemment, puisqu'il faut le faire dans les 15 mois qui viennent. Dans les 18 mois qui viennent. Voilà, dans les 18 mois qui viennent. Donc, est-ce qu'il y a un réel engagement, et est-ce que cet engagement fait par une majorité, déjà, à un moment donné, sur une structure qui n'existe plus? Qu'en est-il de la nouvelle structure conseil régional Le Grand, avec une majorité qui n'est pas la même? Est-ce qu'il y avait un engagement Là, j'ai un courrier sous les yeux signé de M. Souchon et du préfet, qui nous attribue 2,7 millions dans le cadre de l'ANRU et 3,2 millions au niveau de la région. Et dans le cadre de la région... C'est un courrier d'intention. Non, mais c'est important, parce que pour que la collectivité à un moment donné puisse débloquer les sous, ça doit être inscrit dans des aspects, dans des budgets, etc. Donc ça doit être voté. Il y a toute une démarche. Non, mais ça a été voté au niveau de la région. Non, mais je dis pas que ça vaut rien. Ça a été voté au niveau de la région. Ça a été voté. Voilà, mais ma question c'est que deviennent les votes de l'ancien conseil régional par rapport au nouveau? C'est une question un peu juridique, mais sur laquelle je n'ai pas de réponse. Il y a continuité, c'est comme les engagements que vous avez pris, on les respecte. Donc c'est pareil pour les engagements qu'a pris Souchon. Je ne sais pas.
Vauquier les respectera. Oui, mais c'est pas la même structure juridique. Si, non, mais tout ça c'était bien défini. Voilà, tout ce qui est signé. Voilà. Le vice-président chargé de l'aménagement du territoire. On peut espérer qu'on pourra compter sur lui. Ah ben si, quand même. En tout cas, pour avoir participé aux derniers travaux, moi, ce que j'espère, dans la mesure où ça a été voté, j'espère qu'il y aura la continuité républicaine, comme ça se passe en règle générale dans les collectivités. Il y a eu transfert, on nous a confirmé qu'il y avait transfert, donc après, sachant que le PNRU va démarrer en 2018, pas avant 2018, voire 2019.